Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités intéressantes, notamment le fait que l'Arc B580 d'Intel est enfin sorti et nous avons les chiffres de performance et c'est très intéressant, vous allez le voir. Vous avez plein d'autres news en tout genre, dans tous les cas, dans la table de matière ainsi que dans la description. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Et commençons tout de suite. C'est bientôt Noël et peut-être que vous êtes à la recherche d'un cadeau ou peut-être que vous voulez donner une idée de cadeau à quelqu'un qui vous connaît. Eh bien, pourquoi pas avoir un cadeau de chez Ugreen. Ugreen a une montagne de produits qui seraient parfaits pour un cadeau de Noël. Vous avez par exemple leur large sélection de chargeurs Nexode, avec par exemple le Nexode Uno avec 3 ports USB type C, dont un qui peut atteindre 100 watts de chargement, et même un USB type A, donc ça vous permettrait de recharger n'importe quel appareil. Et puis regardez à sa petite tête mignon, il vous affiche quand il est en train de charger un appareil en mangeant. Et bien évidemment, Ugreen a encore plein d'autres chargeurs. Vous voulez du 140 watts, du 100 watts ou même du 65 watts fait pour le voyage. Tout est possible avec Ugreen. Et comme ils utilisent une technologie au gallium, tous les chargeurs sont hyper compacts et surtout sécurisés. Et si vous avez déjà un chargeur, pourquoi pas un câble de qualité. Par exemple ici vous avez le Ugreen Uno avec encore une fois un petit écran qui vous affiche si c'est en train de recharger. Il peut aller jusqu'à 100 watts. Mais si vous avez besoin de plus, ils ont aussi des câbles USB type C qui peuvent faire 240 watts. Et pour ceux qui se déplacent, qui n'ont pas accès forcément à un chargeur, vous avez aussi leur très large sélection de batteries Nexode. Et il y en a pour tout le monde. Des petites batteries de 5000 mAh, 10 000 mAh ou même jusqu'à 24 000 mAh, avec même de la charge jusqu'à 140 watts. Découvrez donc les très nombreuses offres de Ugreen et faites un magnifique cadeau à quelqu'un que vous connaissez. Et pour ceux qui veulent un cadeau mais qui n'ont pas d'amis malheureusement, pas d'inquiétude parce que Ugreen fait un concours spécial Noël où vous pourrez gagner plein de prix. Et pour cela, vous aurez évidemment un lien dans la description. Merci encore à Ugreen d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. La première news de la semaine, c'est le fait que OpenAI a enfin sorti Sora pour le public. C'est quelque chose qui aura pris pas mal de temps, même tellement de temps selon moi, que d'autres compagnies ont réussi à sortir au final des IA génératives de vidéos plutôt bonnes, même aussi bonnes que les premières previews de Sora qu'on avait vues. Donc, évidemment, beaucoup de gens attendaient de voir ce que ça donne. Est-ce que OpenAI arrive à faire mieux que ces autres compagnies? Et ça reste discutable. Il y a toujours des problèmes avec Sora. Donc, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Sora est une IA générative qui permet de faire des vidéos assez courtes, c'est genre 10 secondes maximum. Et du coup, vous avez juste à entrer du texte, un prompt donc, et vous aurez automatiquement une vidéo qui sera générée en relation avec ce prompt. Donc si vous dites par exemple, et on voit plein d'exemples ici, oh, fais un groupe d'enfants qui courent vers le soleil qui se couche au milieu de la savane, ben, il va vous faire ça. Ou fais-moi un feu de camp avec des bûches qui ont déjà pas mal brûlé, il va vous le faire. Vous pouvez même mettre des informations comme l'objectif utilisé. Oh, utilise un objectif de 50 mm, utilise tel effet, fait que ce soit cartoon ou autre chose. Donc, il y a pas mal de possibilités et même là, la vidéo, la page de Sora ici l'illustre assez bien. Maintenant, quels sont les problèmes? Bon, déjà, la limite de temps, ça c'est problématique parce que 10 secondes, c'est pas grand-chose. Si on pouvait faire au moins des vidéos d'une minute, là, je pourrais me dire, ah ok, là, ça commence à devenir intéressant, mais 10 secondes, c'est pas grand-chose, hein, franchement. Même dans un film, si vous voulez faire un film avec ça, et il y a des films qui sont sortis. Ils ont même travaillé avec des artistes en réalité pour faire des films, puis il y a eu pas mal de controverses avec ça, donc ma foi. Mais si vous voulez faire un film, pas mal de scènes dans les films, bon, à part si c'est des films d'action où ils coupent toutes les 5 secondes, mais pas mal de films, vous avez des scènes qui durent plus de 10 secondes, donc voilà, ce sera assez compliqué de faire quelque chose avec Sora, selon moi. Même chose avec des vidéos en ligne ou autre chose. 10 secondes, c'est pas grand-chose. Mais bon, ça peut être très utile pour rajouter un bout de vidéo qu'il vous manque. Il vous manque une illustration. Vous êtes en mode, ah, il me faudrait juste 10 secondes de ça qui arrive à l'écran pour juste illustrer aux gens. Ben ça vous permettrait de le faire assez bien. Maintenant, autre problème, on le voit assez bien avec des personnes qui courent souvent. Les mouvements, tout ce qui requiert de la continuité, donc le fait qu'un mouvement continue dans le temps, dans ces 10 secondes, surtout les personnes, je dirais, qui courent et tout ça, c'est là où vous voyez vraiment qu'il y a des petits soucis. Il y a une autre vidéo qui l'illustre assez bien. On ne sait pas zoomer sur les vidéos ici, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon. Quand vous avez par exemple plein de gens sur une vidéo comme ici, on voit le modèle ici, la personne ici, là où on a vu une personne phasée à travers, je ne sais même pas d'où elle vient en fait.
Ouais, non, c'est la personne qui était devant. On voit une personne phasée à travers une autre personne, donc vous voyez que c'est pas parfait. Et c'est un exemple qui est sur la page officielle de Sora. Donc en toute logique, ce sont les meilleures vidéos qu'ils ont réussi à générer, en toute logique. Donc oui, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes avec ça. Mais quand vous générez plus des trucs naturels et tout ça, je trouve que ça marche mieux en fait. Ou des trucs surréalistes. Vous voyez, des trucs qui... Vous avez déjà débranché votre cerveau parce que c'est surréaliste. Là, ça se débrouille évidemment très très bien. Autre problème aussi, c'est que tout paraît toujours un petit peu en slow motion. Et, on peut le regarder d'ailleurs avec la personne ici qui fait du vélo. Clairement, on dirait un peu du slow motion. Les personnes qui marchent ici, un peu du slow motion. La personne qui fait du snowboard ici, avec un ours polaire qui suit, on dirait c'est du slow motion. Donc ça, il y a un assez gros problème. Et j'ai l'impression que le slow motion est vraiment par défaut. À part si vous mettez dans le prompt que la vidéo est en accéléré, je crois que vous allez vous choper à chaque fois un petit peu une sorte d'effet en partie slow motion. Donc ouais, pas parfait. Donc ma foi, on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir évidemment certainement beaucoup de controverses par rapport à cette sortie parce que les IA génératives sont très partagées au niveau des gens. Il y a des personnes qui adorent ça et puis il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est la fin d'une ère en tout cas, ou juste que ça va juste ruiner tout ce qui est artistique. Personnellement, je pense que si c'est bien utilisé, ça peut être un très bon outil, mais c'est clair que ça peut être très mal utilisé, et c'est souvent très mal utilisé. Et c'est dû à sa simplicité. Plus un outil est simple, plus ça va être utilisé, et donc forcément, vous avez des gens qui vont l'utiliser alors qu'ils ne devraient pas le faire. Donc ma foi, c'est sorti, on peut rien y faire. On verra bien ce que ça donnera. J'espère juste qu'il y a des bonnes choses qui vont en sortir, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses mal qui vont en sortir. Donc, yay! Deuxième news de la semaine, c'est le fait que Home Assistant va sortir le Home Assistant Voice Preview Edition. Pourquoi Preview Edition? Parce que ce n'est clairement pas finalisé et c'est quelque chose qui va être largement amélioré dans le futur. Donc, Home Assistant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système d'exploitation open source que vous pouvez mettre à peu près n'importe où, sur n'importe quel appareil, souvent des anciens PC ou des Raspberry Pi, et qui vous permettent d'automatiser tous les appareils connectés de votre maison. Donc si vous avez des Philips Hue, si vous avez, je sais pas moi, des trucs Tapo TP-Link, vous pouvez les rajouter directement dans Home Assistant et les contrôler depuis là. Alors Home Assistant est très puissant, mais le problème de Home Assistant, c'est que il lui manque une manière de fonctionner avec lui qui passe justement par la voix. Et bien souvent, du coup, les gens utilisent Google Assistant avec Home Assistant qui est derrière. Donc, vous avez Google Assistant qui sert d'interface facile, on va dire, d'interface vocale. Et puis, Home Assistant est derrière pour toute la partie intelligente, automatisation et tout ça. Ça marche plutôt bien, mais évidemment, Google Assistant, ben, c'est Google. Donc, s'il y a des problèmes, bonne chance pour que ce soit fixé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir le Home Assistant Voice Preview Edition. Alors, ils avaient déjà la possibilité, c'était déjà disponible dans Home Assistant, d'avoir le Home Assistant Voice. C'est juste que vous deviez avoir votre propre hardware pour l'utiliser. Donc, un micro, par exemple, pour pouvoir l'activer. Et voilà, c'était un petit peu bancal, forcément, parce que tout le monde n'avait pas les capacités de faire basiquement une boîte avec un micro qui marche bien, qui arrive à vous entendre à peu près partout dans la pièce. Donc ici, le Home Assistant Voice Preview Edition simplifie tout simplement ça. Il est disponible pour 60 €. Voilà. On a un site ici français qui le vend. Et vous le brancherez. Vous aurez besoin évidemment d'un serveur Home Assistant derrière. C'est pas, voilà, il y a tout qui tourne dessus. Non, vous avez besoin du serveur derrière. Et ce serveur a besoin d'être plus puissant qu'un Raspberry Pi d'ailleurs pour pouvoir traiter la voix en direct. Donc il recommande, si je me souviens bien, un processeur Intel N100 qui est très populaire dans des mini PC. Vous pourriez, il me semble, quand même le faire tourner sur un Raspberry Pi, mais voilà. Il faut quand même un peu plus de puissance, donc si vous avez un ancien Raspberry Pi, ça va être un petit peu bancal. Et du coup, ça va vous permettre d'utiliser, oui, cet assistant vocal directement intégré à Home Assistant et fini d'avoir Google Assistant. Mais bon, comme le nom l'indique, c'est une preview. C'est clairement un work in progress, ça va s'améliorer avec le temps. J'ai hâte de voir ce que ça donne personnellement parce que j'aimerais justement avoir ce genre de choses. Je tiens à rendre ma maison plus intelligente et ben, la seule alternative qu'il y a à l'heure actuelle, comme j'ai dit, c'est
Google Assistant plus Home Assistant qui marche plutôt bien. Prochaine news, la nouvelle application NVIDIA qui remplace GeForce Experience, visiblement a des problèmes de performance. Donc elle vient juste de sortir pour ceux qui ne savent pas. Elle est même, maintenant elle remplace GeForce Experience directement dans le dernier driver NVIDIA. Et globalement, c'est une meilleure chose que GeForce Experience. Vous n'avez pas besoin de compte, il y a plus de fonctionnalités directement dedans. C'est une bonne amélioration. Mais certaines personnes ont remarqué que ça cause des problèmes de performance. Et du coup, vous avez Hardware Unbox, excellente chaîne que je recommande énormément, qui ont décidé de tester. Et comme vous pouvez voir, oui, il y a bien un impact. Alors là, c'est un des pires jeux, je dirais, Hogwarts Legacy, où on voit le plus d'impact. Dans certains autres jeux, plus limités, surtout quand vous tournez à 46 FPS seulement. Mais voilà, ça va varier énormément d'un jeu à l'autre, mais vous avez clairement une dégradation des performances. Alors, d'où vient cette dégradation? Visiblement, ça vient de l'overlay. Alors, NVIDIA a travaillé sur le problème. Ils ont dit qu'ils avaient remarqué ce problème et qu'ils sont en train de travailler dessus. Mais un fixe que vous pouvez faire dès maintenant, pour ceux qui ont l'application, c'est vous allez dans les paramètres ici, et vous désactivez le filtre de jeu et mode photo qui sera activé par défaut. Et ça, visiblement, c'est ce qui permet de récupérer la plupart des performances justement avec GeForce Experience, avec la nouvelle application NVIDIA d'installer. Mais il y a toujours un petit impact. Comme vous pouvez voir ici, en désactivant, il est repassé à 166 FPS dans Hogwarts Legacy, alors que quand NVIDIA App n'est pas installé, on est à 172 FPS, et quand l'overlay est désactivé, on est à 169 FPS. Donc il y a clairement du travail encore à faire ici de la part d'NVIDIA, et c'est pas normal qu'il y ait un tel impact de performance. Là, vous pouvez voir qu'avec juste les paramètres par défaut, on a 149 FPS. C'est une sacrée diminution. Encore une fois, ça dépendra évidemment des jeux à l'autre. Là, dans Ratchet & Clank, on passait de 115 à 107. Un impact déjà un petit peu plus minime, même si ça reste quand même très important. Enfin, on en arrive à la news la plus intéressante ce mois, c'est le fait que la Intel Arc B580 est sortie et nous avons les chiffres de performance. Alors, je suis un petit peu en retard avec ce Texama Show, donc ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais au moins ça permet de voir les prix sur le marché, parce qu'évidemment, c'est cool de voir les performances, mais c'est encore plus cool de voir à quel prix elle sort et voir si elle est vraiment intéressante. Et qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Alors, vous avez pas mal de publications qui ont testé des chiffres de performance. Comme vous pouvez voir, on en a quelques-unes en français avec Overclocking ainsi qu'Hardware & Co. Et du coup, au niveau performance, selon TechPowerUp en tout cas, cette B580 arrive à battre sans problème la 4060 ainsi que la 7600 XT qui sont ces deux concurrentes directes. Ainsi qu'aussi d'ailleurs la RX 7600 qui là est juste totalement dépassée. Et c'est le cas en 1080p où la différence est un peu moins importante, mais aussi en 1440p où là la différence est assez importante. On a une 4060 ici qui est 10% plus lente que la B580. Donc, c'est à peu près ce qu'avait montré Intel dans leur slide marketing. Donc, ma foi, ils étaient plutôt corrects avec ça. Même si, évidemment, tout ce qui est marketing est à prendre avec des pincettes. Mais bon, elle est très performante. Et en plus de ça, elle est aussi très performante en ray tracing. Contrairement à AMD qui a clairement du mal, Intel se débrouille plutôt bien en ray tracing et arrive à sans problème compenser leur différence par rapport à NVIDIA. Alors, la différence est un peu moins importante qu'en rasterisation, et cette différence est évidemment encore plus importante en 1440p, où là, on voit le problème de la 4060. Alors, vraiment. En 1080p, la 4060, pas très loin de la B580, juste 3% derrière. Vous passez en 1440p, oh, qu'est-ce qui se passe? La 4060 s'effondre en termes de performance, et elle est littéralement 22% derrière la B580. Pourquoi? C'est évidemment la VRAM. La B580 a 12 Go de VRAM comparé aux 8 Go de la 4060. Et en ray tracing, ça fait encore plus la différence. Il y a tellement juste de données à stocker que les 4 Go en plus permettent d'éviter d'utiliser davantage la mémoire système qui est réservée au CPU. Et donc, ça permet d'éviter des pertes de performance à cause de ça. Et donc, c'est pour ça que vous voyez cette B580 se beaucoup mieux se débrouiller que la 4060, justement en 1440p avec le ray tracing. Donc là, j'ai juste envie de dire, NVIDIA, c'est un peu votre faute. Vous avez décidé d'être un peu radin avec la quantité de VRAM, alors que ça coûte rien du tout la VRAM. On avait vu les prix par le passé, c'était genre $40, 8 Go de VRAM. C'est juste rien. Oui, je sais que $40 pour une carte graphique qui est
qui coûte 300 $, c'est beaucoup plus important, mais quand même. Quand même. Et puis peut-être aussi designer la carte pour faire en sorte que son bus mémoire lui permette d'avoir, je sais pas moi, 2 Go de RAM ou 10 Go de RAM. Ça aurait évité ce problème-là. Pour moi, c'est pour ça que j'ai vraiment des fois du mal à recommander un 4060. Elle se débrouille bien, mais qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Dans 2-3 ans, quand vous aurez des jeux encore plus lourds, avec cette VRAM de seulement 8 Go, pas sûr que ça va être incroyable. Et c'est aussi pour ça que, par contre, la 4060 Ti, je ne la recommande pas du tout, parce que selon moi, je sais, voilà, elle coûte beaucoup plus cher. Elle a seulement aussi 8 Go de VRAM. Il y a un modèle 16 Go, mais voilà. Bref, dans tous les cas, cette B580 est vraiment très prometteuse. Elle est vraiment très intéressante. Mais le plus important, c'est évidemment le prix. Alors, aux États-Unis, vous allez voir les reviewers dire que cette B580 est juste à acheter quoi qu'il arrive. Et c'est le cas. Vous pouvez voir sur Newegg, elle est vendue 269 $ et normalement son prix conseillé c'est 250 $. La 4060 aux États-Unis est vendue au plus bas 294 $. Donc là, il n'y a juste aucun débat. Elle est moins chère et elle est plus performante. Mais en Europe, c'est l'inverse. 329 € pour une B580 sur Megacom, qui est un site assez peu cher. Et quand vous regardez une 4060 sur le même site, elle est vendue 309 €. Donc, c'est pas idéal. Alors, selon moi, comme elle est plus performante, elle a plus de VRAM, ça vaut toujours la peine. Ça vaut clairement toujours la peine. Mais c'est pas un aussi bon deal qu'aux États-Unis. Et c'est dû aussi au fait que j'ai l'impression que Nvidia compense la différence de TVA, parce que la 4060 est vendue 300 $ aux États-Unis et en Europe, elle est vendue basiquement pas très loin à 300 €, 309 € ici, comme j'ai dit. Donc, voilà, on dirait qu'NVIDIA compense la différence de TVA, alors que Intel, eux, par contre, ne compensent pas du tout la différence de TVA. Donc là, je comprends aussi pas trop. Mais bon, ça peut aussi venir du fait que les stocks sont un peu limités aux États-Unis de la B580. Elle est très populaire apparemment, ce qui est logique vu son prix. Donc peut-être que ça force les prix vers le haut et notamment ça force les prix vers le haut en Europe. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, ma foi, moins un bon deal en Europe, mais ça reste quand même une carte intéressante. Il y a aussi le débat des drivers. Et j'ai testé une carte Intel Arc pendant 30 jours, si vous vous souvenez. J'avais testé la A770 dans un mini PC. Et pour moi, j'avais pas vraiment eu de gros problèmes, mais j'avais quand même eu des problèmes. Depuis, ils se sont encore plus améliorés, ces drivers, il faut le savoir. Intel a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et du coup, pour moi, à part si vous jouez vraiment à beaucoup de vieux jeux en DirectX 9, si vous jouez à des jeux modernes ou semi-modernes, DirectX 11 par exemple, et DirectX 11, ça fait un moment que c'est sorti, hein, même des jeux de 10 ans, il me semble, on avait déjà. Donc, si vous jouez à des jeux en DirectX 11 et plus récents aussi DirectX 12, je ne crois pas que vous aurez d'énormes problèmes. Est-ce que l'expérience sera aussi bonne que chez Nvidia et AMD? Peut-être pas. Mais vous aurez une carte qui est très bonne pour le prix, même avec le fait que ce prix devrait être plus intéressant en Europe. Mais bon, bref. Une autre alternative, ce serait de passer à la 7700 XT si vous économisez un petit peu plus, parce qu'elle coûte 429 €. Et la 7700 XT, on peut le voir ici dans ce chiffre de performance, est 31% plus performante qu'une B580. Donc, ouais, c'est une sacrée différence. Et en ray tracing, évidemment, AMD a plus de mal. Et là, on peut voir que la 7700 XT reste quand même un petit peu devant, 1% en plus que la B580. Donc, ça vaut toujours la peine quand même de prendre la 7700 XT, même si on tient compte du ray tracing. Même si vous payez 100 € en plus pour 1% de performance en plus dans le ray tracing. Donc, à vous de voir si le ray tracing est important. Mais ensuite, une autre news par rapport aux Intel Arc Battle Mage. Vous avez le fait que la B570 est déjà en train d'arriver chez les gens. Alors que normalement, elle arrive seulement en janvier. Donc, visiblement, quelqu'un a fait une erreur. Et visiblement, il y a déjà des cartes en stock. Donc, c'est plutôt prometteur. Et du coup, cette B570, je vous rappelle, c'est une version un petit peu... avec des specs un petit peu coupés de la B580. Vous avez seulement 10 Go de VRAM. Vous avez un petit peu moins de XE Core. Voilà, elle sera un peu moins performante, mais elle sera aussi un peu moins chère à 219 $ comparé au, normalement, 249 $ de la B580. Donc, en toute logique, si on regarde cette différence de prix, elle devrait plutôt sortir au niveau de 230 $ aux États-Unis. Et en Europe, elle devrait coûter
à peu près le même prix qu'une 460. Donc, ouais. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi performante qu'une 4060. Une 460 que je dis. Une 4060, voilà, c'est ça que je veux dire. Pas sûr qu'elle soit aussi performante qu'une 4060. Donc là, j'espère qu'elle va pas sortir au même prix parce que, voilà, ça casserait largement son intérêt. Mais bon, si par contre, elle est pas trop mal au niveau performance et qu'elle sort, je dirais si elle sort au niveau d'une RX 7600 qui est vendue en dessous des 300 euros, ça pourrait valoir la peine. Ensuite, on a une autre news Intel avec le fait qu'ils sont en train d'essayer de corriger les problèmes de performance des Core Ultra 200 de PC fixe. Donc, on l'a vu à la sortie de ces processeurs, pas les plus performants. Il y a clairement des problèmes et Intel l'a remarqué et essaye de les fixer. Alors, il y a selon eux plusieurs sources de problèmes. Il y en a 5 au total. Donc, il y avait le fait qu'il y avait un problème au niveau du power management, un package qui était manquant apparemment. Vous avez aussi l'Intel Application Performance Optimizer qui ne prenait pas effet, ce qui est assez problématique. On avait aussi des problèmes de blue screen avec des services d'anti-cheat. Et puis on avait aussi des problèmes de performance dus au fait que des paramètres dans le BIOS étaient mal configurés par défaut. Et aussi, il voudrait sortir des nouveaux BIOS qui améliorent ces performances. Donc, beaucoup de problèmes qui, selon moi, sont un petit peu la faute d'Intel parce que clairement, le lancement a été rushé. Ils ont clairement essayé de sortir ces processeurs le plus vite possible. Et ça se voit parce que, voilà, tous ces problèmes qui sont en train de lister ici n'auraient pas dû arriver avec un lancement si ce lancement avait été fait correctement. Donc depuis, ils ont justement réglé plusieurs de ces points. Et vous avez justement TechPowerUp qui a refait un test. Alors Intel est toujours en train de régler les problèmes, tenez-en compte. Mais du coup, ce premier test de chez TechPowerUp est plutôt intéressant. Il est sorti le 19 décembre, donc c'est plutôt récent. Et vous pouvez voir que dans certains jeux, oui, ça fait la différence. On le voit par exemple ici avec Baldur's Gate 3. Avec une installation fraîche sur la dernière version de Windows avec le 285K, avec l'ancien microcode, on est à 101 FPS. Et si on passe avec notamment un patch Windows qui devrait sortir le 24 décembre, donc parfois très bientôt, vous pouvez voir que les performances passent à plus de 120 FPS. Mais dans d'autres jeux, voilà, c'est plus discutable. Là, c'est un bon gain, pas négligeable. Ici, par contre, ouais, un petit peu plus négligeable. Même chose ici, presque aucune différence. Et surtout, vous devez le voir à chaque fois, même avec cette augmentation de performance, ces Core Ultra restent largement en retrait par rapport même aux anciens Core Intel. Le 14700K ici fait mieux, le 14600K fait mieux, et c'est le 285K qu'ils ont testé ici, donc qui est censé être le meilleur modèle possible. Voilà. Il n'y a pas à le cacher, même dans un jeu où ils arrivent à être plus performants que tous les autres processeurs Intel, le 9800X3D reste toujours devant. Donc ma foi, malheureusement pour Intel, même avec ses correctifs de performance, ces nouveaux Core Ultra ne sont juste pas intéressants. Et l'autre problème selon moi qu'ils ont aussi, c'est juste le prix en fait. Le Core Ultra 285K est vendu plus de 700 € en Europe et c'est juste abusé comme prix. C'est même plus cher que le 9800X3D et tout ça. Voilà, il y a très peu de raisons pour lesquelles vous pourriez acheter un de ces processeurs. La seule raison que j'ai donnée, notamment dans mon guide d'achat de CPU, c'est si vous utilisez la suite Adobe professionnellement. Vous êtes quelqu'un qui l'utilise tous les jours, tout le temps, pour le travail, et puis vous aimez jouer un petit peu sur le côté, prenez un de ces Core Ultra. Tous les autres cas d'utilisation, si vous êtes juste un amateur qui utilise un petit peu la suite Adobe de temps en temps, non, prenez juste un processeur AMD, ce sera plus performant, vous en aurez plus pour votre argent. Toutes les autres personnes qui jouent juste à des jeux vidéo, AMD fait juste meilleur pour le prix. Et vous avez aussi une plateforme qui, normalement, sera plus future-proof. Et ça, c'est quand même un assez gros argument marketing, selon moi. Donc, ma foi, Intel, si vous voulez des améliorations, 2 choses à faire sur moi. Premièrement, baisser le prix, ce qui n'est peut-être pas forcément possible parce que ça coûte de l'argent de fabriquer ces processeurs et peut-être qu'ils n'ont aucune marge, ou en tout cas très peu de marge. Et deuxième truc, c'est faire en sorte que cette nouvelle plateforme, le LGA 1800, je ne sais plus combien, soit supportée dans le temps. Il y en a marre d'acheter une carte mère et puis 1 an plus tard, elle est déjà arrêtée d'être supportée. Il nous faut des cartes mères qui puissent tenir dans le temps. Et on l'a vu un petit peu avec l'ancien LGA 1700. Hein, pour ceux qui ont acheté une carte mère en Z690,
ils peuvent mettre un 14900K dedans. Ils ont une possibilité d'upgrade. Bon, c'est pas forcément la meilleure possibilité d'upgrade, mais ils ont la possibilité de le faire. Donc, il nous faut la même chose avec cette nouvelle plateforme. Et là, ça devrait intéresser plus de gens à peut-être passer dessus aussi, de se dire, hey, j'investis quelque chose qui va durer dans le temps et pas juste va être abandonné dans quelques années à peine, même dans 1 an, 2 ans, ce sera déjà abandonné. Ensuite, nous avons le fait qu'Intel a annoncé des Core 200H. Et je dis bien Core 200H, pas Core Ultra 200H. Pourquoi? Parce que c'est un refresh de Raptor Lake. Donc Raptor Lake, ce sont les processeurs qu'il y avait dans les 14000 et des, donc les 14900K, 14700K et tout ça. Et donc oui, c'est juste un refresh ici pour ordinateur portable. Donc, ça veut dire que ces processeurs vont certainement être utilisés dans des ordinateurs portables plus accessibles, je suppose. Des ordinateurs portables gaming aussi. Ça utilisera l'ancienne architecture et donc ce ne seront pas forcément les plus efficaces au niveau énergétique, comme on l'a vu avec justement ces anciens processeurs. Tenez compte que Intel prévoit quand même, quoi qu'il arrive, d'avoir des processeurs mobiles modernes qui utilisent la nouvelle architecture Arrow Lake notamment, donc avec des Core Ultra 9. Donc il y a Ultra, donc ce sera ma foi la façon de savoir la différence. Et si vous avez Ultra, c'est la dernière architecture. Si vous n'avez pas Ultra, voilà, c'est pas la dernière architecture. Donc il y aura des Core Ultra 9, 285H et tout ça. Il y a aussi des versions U, plus efficaces au niveau énergétique. Et vous aurez aussi des versions HX. Et donc tous ces processeurs sortiront normalement début d'année prochaine avec le refresh, comme d'habitude, des ordinateurs portables qui arrivent lors du CES. Donc, ma foi, je pourrais en voir un petit peu directement moi-même de mes propres yeux, vu que je serai au CES 2025. Donc, ça sera plutôt intéressant. Et donc, oui, ce sera une des grosses annonces, le refresh de tous ces ordinateurs portables en utilisant ces nouveaux processeurs. Et aussi ces anciens processeurs, vu que c'est... Voilà. J'espère vraiment que ça va être utilisé dans des ordinateurs portables pas chers, parce que sinon, je vois vraiment pas l'intérêt, mais bon. Yep. Est-ce que ça aurait dû exister? Non. Est-ce que ça va exister? Oui. Ensuite, on a aussi AMD qui va sortir des processeurs et notamment, on pourrait voir arriver le mois prochain, donc en janvier, un Ryzen 5 9600, non X, qui du coup diminuera la barrière d'entrée vers la plateforme, ou plutôt pas vraiment la plateforme, mais diminuera la barrière d'entrée vers les Ryzen 9000. Parce qu'à l'heure actuelle, le Ryzen 7000 le moins cher qui permet donc d'accéder à la M5, c'est le 7500F, si vous pouvez le trouver, ou sinon le 7600. Donc ce 9600, on le remplacera évidemment, le 7600. Et en toute logique, il sort à un bon prix, ça pourrait être intéressant. Maintenant, les Ryzen 9000 restent toujours assez chers, c'est un petit peu leur problème, et restent toujours discutable au niveau performance dans Windows. J'espère qu'il va y avoir des améliorations aussi à ce niveau-là, parce qu'on l'a vu dans Linux, ou sur Linux plutôt, ces Ryzen 9000 peuvent être très performants. Il y a clairement beaucoup d'améliorations dedans. L'architecture a pas mal changé. Il y a des gens qui se disent « Oh, les Ryzen 9000, c'est juste une petite amélioration des Ryzen 7000. » Pas du tout. L'architecture a énormément changé dedans. C'est juste que ça ne se reflète pas sur Windows, en fait. Ou en tout cas, ça ne se reflète pas à l'heure actuelle sur Windows. Donc, faudra voir. J'espère juste que le prix sera bon, en fait. C'est juste ça. Sortez-le à un bon prix, et là, ça se vendra. Ensuite, pour aller avec ces nouveaux processeurs, ou plutôt ce nouveau processeur, en tout cas, vous avez le fait que nous avons les B850 qui arrivent très bientôt, le mois prochain, parce que nous avons déjà des leaks des différentes cartes mères ici de Gigabyte, comme vous pouvez voir. Donc, différentes cartes mères en B850 qui devraient du coup être plus abordables que le 870, le X870, qui reste assez cher, on peut le dire. Donc, ça va diminuer la barre d'entrée vers une version plus moderne des plateformes AM5 d'AMD, ce qui est toujours une bonne chose, évidemment. On a même la version DS3H qui est toujours vraiment pas chère ici. Maintenant, la dernière question qui se pose avec ces cartes mères, c'est le support du PCI Express 5.0 sur le slot principal PCI. On ne sait pas encore exactement si ça va être du 5.0. En toute logique, oui. Si c'est du 5.0, ça veut dire que ce serait une bonne alternative, tout simplement pour avoir une carte mère AM5 qui dure dans le temps. Vous avez une carte mère que vous pouvez prendre avec un 9800X 3D ou même un 7800X 3D si vous en trouvez un pas cher. Et vous avez la possibilité d'avoir du PCI Express 5.0 sur le slot principal. Donc si dans 5 ans, vous achetez une nouvelle carte graphique,
en toute logique, elle devrait plutôt bien fonctionner avec. Parce que je vous rappelle que beaucoup de cartes mères, notamment B650, oui, ça porte vraiment en confusion ces noms. En B650, non E, vous avez pas de PCI Express 5.0 sur le slot principal de la carte graphique. Et donc, ça peut diminuer l'intérêt dans le futur. Surtout quand on voit que certaines cartes graphiques sortent avec des slots PCI Express x8 au lieu de x16. Mais c'est du x8 en PCI Express 5.0. Donc c'est bien si vous avez une carte mère en PCI Express 5.0, mais si vous avez du 4.0, ben ça limite les performances évidemment. Donc voilà, dans tous les cas, ça nous donnera plus d'alternatives moins chères. À savoir aussi que Intel va sortir aussi des cartes mères en B860 ici, ça porte vraiment en confusion, qui elles aussi seront moins chères pour prendre des corps ultra, même si les corps ultra ne sont pas très intéressants. Et enfin, une petite dernière news avec le fait que vous avez plus de leaks du CES qui arrivent déjà, notamment un ordinateur Lenovo. Et j'ai vraiment hâte de voir le stand Lenovo en réalité, parce qu'ils ont vraiment des trucs très uniques, on peut le dire. Si vous vous souvenez, ils avaient un ordinateur portable où la base de l'ordinateur était en Core Ultra, enfin, Core Intel. Et puis, l'écran, c'était une tablette Android. C'était juste vraiment bizarre. Dans tous les cas, ici, ils ont sorti un ordinateur portable. En tout cas, ils vont sortir un ordinateur portable où la caméra est derrière l'écran. Donc, c'est comme certains de ces smartphones, si vous vous souvenez, qui ont des pixels qui peuvent s'éteindre pour que la caméra puisse voir à travers. Et du coup, ça permet d'avoir un design avec une bordure d'écran très fine. Et là, c'est vraiment très intéressant selon moi. Comme design, c'est très classe. Ça permet d'avoir un écran très grand tout en gardant l'ordinateur portable pas trop gros. Donc, ça pourrait être une très bonne chose. J'ai hâte de voir ça. Donc, ma foi, un premier leak du CES. Enfin, un premier leak, il y a deux leaks, mais bon. Le CES arrive très bientôt et j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.